Aux funérailles de ma fille, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Je suis vivante, ce n'est pas moi dans le cercueil. J'ai répondu, qui es-tu? Je ne peux pas le dire, il t'observe, ne fais pas confiance à mon père, s'il te plaît maman. Alors, j'ai découvert toute la vérité. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, depuis quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire est arrivée. Personne n'est préparé à enterrer sa fille, encore moins à recevoir un message dès en plein enterrement. Louisanna avait 42 ans et le cœur complètement brisé. Dans ses mains, le mouchoir qu'elle avait tricoté avec Camilla un après-midi d'hiver tremblait autant que ses lèvres. Le vent semblait se moquer de la douleur, emportant les fleurs du cimetière comme s'il s'agissait de souvenirs, comme si rien n'avait d'importance. Devant elle, un cercueil fermé. Personne n'avait voulu l'ouvrir. Personne n'avait eu le courage de voir ce que le feu avait laissé. Camilla avait 17 ans. C'était sa seule fille. Sa compagne, son moteur, sa raison de se lever chaque matin pour travailler en double service à nettoyer des maisons qui n'étaient pas les siennes. Elle avait des rêves, un rire facile, un cahier plein de dessins et le désir d'étudier l'art. Elle disait que le monde était trop gris et qu'elle allait le peindre d'autres couleurs. Louisanna ne pleurait pas. Non pas qu'elle ne le voulait pas. Elle ne pouvait pas. Ses larmes s'étaient taries dès l'instant où elle avait reçu cet appel froid, bureaucratique, il y a eu un incendie. Votre fille était dans l'immeuble. Nous sommes désolés. Tout ce qui suivit fut un tourbillon insensé. L'école n'expliqua presque rien. Le corps était méconnaissable. Identifié seulement par un pendentif en forme de cœur que Camilla portait souvent, celui que Louisanna elle-même lui avait offert pour son 15e anniversaire. Les autorités dirent que c'était suffisant. Elle n'eut pas la force de contester. Les funérailles étaient modestes. Seulement 3 personnes. Son amie Mireia, qui ne lâchait pas sa main. Le prêtre de l'école, avec des paroles creuses. Et Esteban, son mari. Esteban se tenait quelques pas en arrière. Il serrait un chapelet entre ses mains jointes, les yeux fermés. Il semblait prier, mais son expression était artificielle. Louisanna le connaissait trop bien. Ses larmes étaient retenues, mais pas par tristesse. C'était autre chose. Quelque chose d'inconfortable. Depuis des années, Esteban n'était plus le même. Le travail l'absorbait, disait-il. Les nuits le trouvaient dehors. L'affection s'était évaporée au fil du temps et, bien qu'ils partagent le même lit, ils semblaient vivre sur des planètes différentes. Mais Camilla l'adorait. Malgré tout. Louisanna resta debout, fixant le cercueil fermé comme si elle attendait encore que quelqu'un crie que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Que Camilla se cachait derrière un arbre, en train de préparer l'une de ses farces idiotes. Mais personne n'apparut. Seulement le prêtre, d'une voix monotone, que le Seigneur accueille dans sa gloire Camilla Moral. Et alors, son portable vibra dans son sac. Louisanna hésita à répondre. Qui pouvait l'appeler, en plein enterrement? Elle le sortit avec l'intention de le mettre en silencieux. Mais l'écran affichait un numéro inconnu. Et un message qui glaça son âme. Je suis vivante. Ce n'est pas moi dans le cercueil. Elle sentit le monde s'écrouler. Le téléphone faillit lui tomber des mains. Elle lut le message 1, 2, 3 fois. Elle regarda autour d'elle, comme si quelqu'un d'autre avait pu le voir. Esteban la regarda un instant, arquant un sourcil. Elle cacha rapidement le portable. Sa gorge brûlait. Son estomac se serrait. Était-ce une cruauté? Une mauvaise plaisanterie? Quelqu'un jouant avec sa douleur? Mais son intuition criait autre chose. Il y avait dans ce message, un ton, une urgence, qui paraissait vraie. Cette façon d'écrire. C'était Camilla. Elle le sentait dans ses os. Elle inspira profondément, tremblante, et écrivit avec des doigts presque engourdis. Qui es-tu? La réponse arriva presque aussitôt. Je ne peux pas le dire. Il t'observe. Ne fais pas confiance à papa. S'il te plaît, maman. Louisanna sentit ses jambes céder. Elle s'appuya sur la rambarde de fer du cimetière. Elle manquait d'air. Elle regarda Esteban. Il parlait avec le prêtre,
souriant faiblement. Comme si de rien n'était. Elle ne dit rien. Rangea le portable, ferma les yeux et avala sa salive. À partir de ce moment, tout changea. De retour à la maison, Luisana ne parla pas. Esteban tenta de l'embrasser, mais elle se recula. Elle dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de dormir. Il n'insista pas. Il monta à son bureau et ferma la porte à clé, comme toujours. Luisana s'enferma dans la salle de bain. Elle sortit son téléphone avec des mains moites. Relut le message. 1, 2, 5 fois. Chaque mot lui frappait la poitrine comme une pierre. Ne fais pas confiance à mon père. C'était de la folie? Ou peut-être pas. Elle commença à se rappeler de choses. De petits détails qu'elle avait ignorés. Les fois où Camila disait qu'Esteban entrait dans sa chambre sans frapper. Quand elle lui avait demandé de ne pas la laisser seule avec lui. Les nuits où elle pleurait sans explication. Et Luisana, absorbée par le travail, par la routine, n'avait pas posé les questions qu'elle aurait dû. Elle se sentit coupable. Dégoûtée. En silence, elle se demanda si sa fille avait essayé de lui dire quelque chose et qu'elle n'avait simplement pas voulu entendre. Elle composa le numéro du message. Ça sonna une fois. 2. 3. Mais personne ne répondit. Elle écrivit de nouveau. Où es-tu? Tu vas bien? Aucune réponse. Cette nuit-là, elle ne dormit pas assise sur le sol de la cuisine, le téléphone à la main, elle attendit des heures entières que le portable vibre à nouveau. Mais il ne sonna plus. À 6 heures du matin, Esteban descendit, la chemise déboutonnée, les cheveux en bataille. Tu n'as pas dormi? Demanda-t-il en se servant du café. Luisana le regarda en silence. Ses mains tremblaient, mais elle essaya de rester ferme. Je n'y arrivais pas. Trop de bruit dans ma tête. C'est normal. Ça ne passe pas facilement. Il but une gorgée de café et la regarda du coin de l'œil. Tu te sens bien? Oui, mentit-elle. Parce qu'hier je t'ai vu, je ne sais pas bizarre. Il s'est passé quelque chose au cimetière? Luisana serra les poings sous la table. C'était juste trop pour moi. C'est fini. Bon, si tu as besoin de parler, je suis là, dit-il en lui touchant la main. Elle la retira lentement. Merci. Mais je préfère être seule pour l'instant. Il acquiesça. Sourit. Mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était ce faux sourire, en latex, qu'il avait appris à porter ces dernières années. Quand il franchit la porte, soi-disant en route pour le travail, Luisana le suivit du regard. Elle attendit 10 minutes. Puis se changea et partit en direction du commissariat. Elle voulait en savoir plus. Le rapport de l'incendie, les détails qui n'avaient pas été dits aux funérailles. Elle arriva à l'accueil et expliqua qu'elle était la mère de la victime. Elle demanda à voir le dossier. Mais l'agent de service la regarda froidement. Madame, cette affaire est déjà classée. Ça a été déclaré accident. L'école a présenté les documents, l'assurance a été traitée, et le corps a été identifié. Puis-je voir l'acte d'identification? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pas sans ordre du juge. C'est ma fille, insista-t-elle. L'agent haussa les épaules. Je suis désolée. Elle sortit de là le cœur serré. Elle s'assit sur un banc. Appela Mireia, son amie. J'ai besoin que tu me crois, même si ça semble fou. Elle lui raconta tout. Les messages. Les doutes. Le pendentif. Mireia l'écouta sans l'interrompre. Tu crois que Camila est vivante? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Mais quelque chose ne colle pas. Quelque chose de très grave. Et Esteban? Luisana hésita. Puis répondit. J'ai peur que ce soit lui. Cette nuit-là, elle fouilla la chambre de Camila. Tout était resté pareil. Son lit fait, ses dessins accrochés au mur, son sac sur la chaise. Mais quelque chose la troubla. Le journal de Camila n'était plus là. Elle chercha partout. Rien. Alors elle se souvint. Camila avait l'habitude de cacher des choses à l'arrière de l'armoire, sous une planche lâche. Luisana s'agenouilla,
retira la planche avec précaution, et là, c'était là. Un cahier à couverture noire. L'écriture de Camilla, ferme et ronde. Elle commença à lire. Les premières pages parlaient de choses normales. Amis, examens, chansons. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, le ton changeait. Aujourd'hui, papa est encore entré sans frapper. Il m'a posé des questions bizarres. Il m'a dit que je devais faire attention à ce que je disais. Il y a quelque chose dans ses yeux qui me fait peur. Je ne sais pas si je dois en parler à maman. Elle est fatiguée. Je ne veux pas l'inquiéter. Louisanna sentit un nœud se former dans sa poitrine. Elle continua à lire. Des dessins d'yeux, des phrases comme « personne ne m'écoute » et « personne ne me croira ». Une des dernières pages disait « Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident ». Louisanna éclata en sanglots. Elle s'assit par terre, serrant le journal contre elle. Son corps tremblait comme une feuille. La porte d'entrée s'ouvrit. C'était Esteban. « Où es-tu » cria-t-il depuis le couloir. Louisanna s'essuya le visage. Elle referma le cahier. Le cacha à nouveau. Ici, répondit-elle d'une voix ferme. Esteban apparut dans l'encadrement de la porte. Je t'ai apporté quelque chose à dîner. Elle le regarda avec un mélange de peur et de colère. Je n'ai pas faim. Tu dois manger. Et toi, pourquoi es-tu si calme ? Il fronça les sourcils. Pardon ? Ça ne te fait pas mal, ce qui s'est passé ? Esteban s'approcha d'elle. Bien sûr que ça me fait mal. Pourquoi demandes-tu ça ? Louisanna baissa les yeux. Rien. Il la serra dans ses bras. Elle resta immobile. Le parfum d'Esteban, qui lui semblait familier auparavant, lui donnait maintenant la nausée. Cette nuit-là, elle dormit avec le journal sous l'oreiller. Et le téléphone à la main. En attendant un autre message. En attendant un signe. Mais le silence fut total. Et, au fond, l'écho d'une vérité trop dangereuse pour être dite à haute voix commençait à gratter à la porte. Parce que le corps dans ce cercueil, ce n'était peut-être pas Camilla. Le lendemain matin, Louisanna se réveilla en sursaut, comme si un courant électrique avait secoué sa poitrine. Elle n'avait dormi que 2 heures, si l'on pouvait appeler sommeil ce mélange de pensées, de soupirs étouffés et de cauchemars mal dessinés. Sa respiration était agitée. Sur l'oreiller, le journal de Camilla était froissé, ouvert exactement à la page où sa fille avait écrit d'une encre tremblante. « Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident. » Elle regarda le couloir. Silence. La porte de la chambre d'Esteban était fermée. La maison sentait encore le café de la veille et l'absence d'un rire qui n'était plus là. Elle se leva sans bruit. Ses pas sur le sol froid étaient aussi prudents que sa respiration. Elle descendit à la cuisine, alluma la cafetière comme chaque matin, mais ce n'était pas par habitude. C'était une excuse. Au cas où Esteban se réveillerait et demanderait pourquoi elle était debout si tôt. Le téléphone était toujours sur la table, sans réponse. Le numéro auquel elle avait écrit ses messages restait muet. Mais Louisanna le regardait comme s'il pouvait lui parler. Comme si elle espérait qu'à tout moment, il vibre à nouveau, apportant un indice, un nom, une adresse, quelque chose qui lui dirait que Camilla était là dehors. Elle s'assit à table, le cahier entre les mains, et recommença à lire. Camilla avait écrit à propos d'ombre à la fenêtre. Sur le fait qu'elle avait l'impression que quelqu'un l'espionnait depuis la voiture que son père garait habituellement au coin de la rue. Elle disait que chaque fois qu'elle sortait avec ses amis, Esteban l'appelait. Pas pour savoir comment elle allait, mais pour savoir exactement avec qui, où, à quelle heure. Chaque détail. Chaque mouvement. Sur l'une des pages, Camilla avait dessiné de grands yeux disproportionnés, et en dessous une phrase, « Ce ne sont pas des rêves. On me surveille. » Louisanna frissonna. Quelque chose en elle ne pouvait plus se taire. Le soupçon grandissait comme une mauvaise herbe, désordonnée et toxique. Et le pire n'était pas le doute, c'était la possibilité de tout découvrir trop tard. En milieu de matinée, Esteban descendit les escaliers, bien habillé, avec une chemise blanche et la montre en or qu'il ne portait que lorsqu'il avait des réunions importantes. Il se servit un café sans la regarder, comme si de rien n'était.
Louise-Anna l'observait attentivement. C'était son mari, le père de sa fille, l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis plus de 20 ans, et pourtant, il y avait quelque chose dans son regard qui semblait étranger, comme s'il n'habitait plus le même foyer, comme s'il portait un masque qu'il ne savait pas enlever. « Je dois sortir. Je rentrerai tard, dit Esteban en boutonnant sa veste. Réunion ? Oui, un dîner avec des investisseurs. Quelque chose pour le travail. Louise-Anna acquiesça. Elle ne posa pas d'autres questions. Il semblait soulagé de cela. Lorsque la porte se referma derrière lui, Louise-Anna se leva comme poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Elle prit son sac, rangea le journal et marcha jusqu'au bureau d'assurance du centre-ville. Elle avait une adresse notée depuis la dernière fois qu'elle avait tenté de souscrire une assurance santé pour Camilla. Le service était lent. La salle d'attente était pleine. Mais elle ne pouvait pas partir. Quelque chose dans sa poitrine lui disait que c'était l'endroit où elle commencerait à trouver des réponses. Lorsqu'on l'appela enfin, une jeune femme au visage aimable la reçut. Louise-Anna respira profondément et demanda d'une voix contrôlée. « J'ai besoin de savoir si ma fille avait une assurance vie. » Camilla Moral. Elle avait 17 ans. La jeune femme tapa sur le clavier quelques secondes. Puis leva les yeux. « Oui, ici figure une assurance. Souscrite par Monsieur Esteban Moral. Il y a un peu plus d'un mois. » Louise-Anna resta figée. De quel montant s'agit-il ? La police était de 500 000 $. La jeune femme le dit comme s'il s'agissait d'un simple chiffre. Louise-Anna sentit le sol se dérober sous ses pieds. Puis-je en obtenir une copie ? Je suis désolée. Seul le souscripteur peut accéder à ces informations complètes. Louise-Anna remercia, bien que sa voix paraisse lointaine, comme si elle parlait depuis un autre lieu. Elle sortit de la légende tremblante. L'air dans la rue semblait plus lourd. Son mari avait souscrit une assurance d'1 million au nom de sa fille, exactement un mois avant sa mort. Ou sa disparition. Elle ne savait plus quel mot était correct. Elle rentra chez elle à pied. Elle ne voulait pas réfléchir. Elle ne pouvait pas. Mais son esprit ne la laissait pas en paix. Si Camilla est vraiment vivante, qui était alors la fille qu'ils ont enterrée ? La question résonnait comme un tambour dans son crâne. Elle entra de nouveau dans la chambre de Camilla. Il n'y avait pas de lumière. Tout était pareil. Mais maintenant chaque objet avait une nouvelle signification. La peluche sur le lit, les livres sur l'étagère, le tiroir avec des crayons de couleur. Rien ne semblait innocent. Elle ouvrit l'armoire. Examina chaque vêtement. Poche. Bourrelet. Elle ne voulait laisser passer aucun détail. Elle trouva une boîte en bois, recouverte de papier ancien, cachée derrière des couvertures. À l'intérieur, il y avait des dessins. Beaucoup. Certains datés. D'autres non signés. Mais l'un attira immédiatement son attention. C'était un dessin au charbon. On y voyait une silhouette masculine debout devant une fenêtre. Au fond, se dessinait une plus petite figure assise, comme si c'était une petite fille enfermée. Et dans le coin du papier, un mot, papa. Louise-Anna s'assit par terre. Ferma les yeux. Essaya de contrôler sa respiration. Mais tout débordait en elle. Ce n'était plus seulement des suppositions. Camilla avait eu peur. Elle avait essayé de laisser des indices. Et maintenant, le silence. Elle alluma son téléphone. Vérifia le numéro inconnu. Rien. Il ne répondait toujours pas. Dans un élan, elle écrivit à nouveau. « Tu es là ? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. » Elle attendit. 10 minutes passèrent. Puis 20. Rien. Presque 1 heure plus tard, alors qu'elle essayait de préparer un thé qu'elle ne but pas, le téléphone vibra. Louise-Anna le prit avec des mains tremblantes. « Il y a des choses que tu ne sais pas sur papa. Il me suivait. Il me surveillait. Il voulait que je me taise. » Louise-Anna s'effondra sur la chaise. Le thé se renversa sans qu'elle s'en aperçoive. Ce message confirmait tout. Il voulait qu'elle se taise sur quoi ? Que savait Camilla ? Elle recommença à écrire. « Où es-tu ?
Qui t'a-t-il fait du mal? Mais il n'y eut pas de réponse. Elle passa l'après-midi à regarder l'écran, sentant le temps s'écouler comme un animal blessé. Elle regardait la porte toutes les 5 minutes, craignant le retour d'Esteban. Quand il arriva, il faisait déjà nuit. Son haleine sentait le vin et un parfum étranger. « Tu as déjà dîné ?» demanda-t-il en enlevant son manteau. « Je n'avais pas faim, répondit-elle sans lever les yeux. « Ça va ?» Luisana acquiesça, tout en ramassant le thé froid sur la table. « Tu as l'air distante, ajouta-t-il en s'approchant. « Je suis fatiguée, dit-elle. « Tu sembles tendue. »« Et toi ?» demanda-t-elle enfin en le regardant. « Tu n'es pas tendu ?» Esteban fronça les sourcils. « Pourquoi le serais-je ? » « Parce que nous avons perdu notre fille. » Il baissa les yeux, fit une pause. « Nous ne montrons pas tous la douleur de la même manière. »« Non. »« Bien sûr que non, dit-elle en baissant la voix. »« Certains la cachent très bien. » Esteban la regarda, mais ne dit rien. Il se tourna et alla directement sous la douche. Luisana respira profondément. Elle savait qu'elle ne pouvait pas encore l'affronter. Pas sans preuve. Pas sans savoir ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, alors qu'Esteban dormait, Luisana alla au garage. Elle chercha parmi ses papiers, ses tiroirs, ses vieilles valises. Elle trouva des dossiers de travail, des reçus, des contrats. Mais elle trouva aussi une boîte verrouillée. Elle réussit à l'ouvrir avec un outil. À l'intérieur, elle trouva des documents imprimés. Parmi eux, des copies de l'assurance vie de Camila. Contrat signé. Signature falsifiée. Luisana serra les dents. Elle trouva aussi une carte avec le logo d'une clinique privée. Au verso, écrit à la main, vendredi 17h, consultation privée. Salle 2. Que faisait Esteban en allant dans une clinique sans rien lui dire? Elle prit une photo du papier et le rangea. Elle retourna dans la chambre. Elle se glissa dans le lit. Esteban dormait profondément. Luisana le regarda en silence pendant plusieurs minutes. Ce n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un qu'elle avait aimé. Qui lui avait promis une vie ensemble. Qui avait élevé Camila avec elle. À quel moment tout avait-il été corrompu? Le lendemain, elle alla à la clinique. Elle dit qu'elle venait pour un contrôle. Elle attendit. Dans le couloir, elle vit le médecin sortir de la salle 2. Elle le reconnut grâce à la photo sur le site web de la clinique. Elle s'approcha. « Excusez-moi. Vous suivez Monsieur Esteban Moral ?» Le médecin la regarda avec méfiance. « Je suis désolé. Je ne peux pas parler de mes patients. » Luisana le regarda dans les yeux. « Je suis sa femme. Et ma fille est morte il y a une semaine. » Le médecin hésita. Puis dit. « Je ne savais pas. Pourquoi le suiviez-vous? » Il venait pour un suivi psychiatrique. Il me disait que sa fille était hors de contrôle. Qu'elle avait des comportements dangereux. Luisana sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Que vous a-t-il dit d'autre? Qu'elle fantasmait des choses, qu'elle inventait des accusations. Moi, je ne pensais pas que c'était si grave. Luisana avala sa salive. Le médecin était parti. Elle sortit de la clinique en sentant que le monde vacillait. Esteban avait tout préparé. Il avait peint Camila comme une fille instable, conflictuelle. Il nettoyait son image au cas où quelque chose tournerait mal. Quand elle rentra chez elle, Esteban était dans le salon, regardant la télévision. Il se tourna en la voyant. « Où étais-tu? » « Me promener. J'avais besoin de réfléchir. Et je pense trop. C'est ça qui me tue. » Il sourit. « Alors, mieux vaut ne pas trop réfléchir. » Luisana le regarda. Son estomac se nouait. Elle ne pouvait plus garder le silence. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle ouvrit la boîte de souvenirs où elle gardait les affaires de Camila. Photos, lettres, bracelets. Et là, parmi les objets, elle vit quelque chose qui la paralysa. Le pendentif. Celui qui, selon tous, avait permis d'identifier le corps de sa fille. Elle l'avait.
Louisiana sentit les murs s'effondrer autour d'elle. L'objet qui aurait soi-disant été retrouvé sur le corps brûlé, était là. Intact. Cela confirmait tout. La fille qu'ils avaient enterrée, n'était pas Camilla. Et alors, pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur. Elle ressentit de la colère. Une colère comme jamais auparavant. Ce n'était pas une rage ordinaire, ni même cette irritation accumulée au fil des années d'injustice ou de silence. C'était une colère qui naissait du plus profond de sa poitrine, comme si quelque chose en elle s'était réveillé après avoir été endormie trop longtemps. C'était la colère d'une mère qui commençait à voir la vérité les yeux grands ouverts. Louisiana tint le pendentif entre ses doigts comme s'il s'agissait d'une preuve sacrée. C'était le même pendentif avec lequel ils avaient identifié le corps carbonisé. Mais ce ne pouvait pas être. Il était entre ses mains. Propre, sans aucun dommage. Elle l'avait elle-même gardé des mois auparavant, lorsque Camilla l'avait enlevé en disant que le fil lui piquait le cou. Alors, qui était la personne dans le cercueil? Pourquoi tout le monde a-t-il accepté la version officielle sans la remettre en question? Qui bénéficiait de tout cela? La nuit tomba sur la maison comme une couche épaisse. Esteban dormait dans la chambre voisine. Louisiana ne ferma pas les yeux. Elle sentait que si elle le faisait, quelque chose de terrible se produirait. Chaque craquement du bois lui semblait être une menace, chaque ombre semblait l'observer. Elle serrait le journal de Camilla contre sa poitrine, comme s'il était sa seule arme contre le vide. À 6 heures du matin, elle quitta la maison. Elle ne prépara pas de petit déjeuner, ne laissa pas de mots. Elle se dirigea vers l'école. Cette école privée où sa fille, grâce à une bourse, étudiait parmi des enfants de familles beaucoup plus aisées. La directrice, une femme au visage lisse et au sourire artificiel, l'accueillit avec une politesse gênée. « Madame Morale, je pensais qu'après les funérailles, il n'y aurait plus, balbutia-t-elle, plus de visites. J'ai besoin de vous parler. Il y a des choses que je ne comprends pas, dit Louisiana, sans détour. Je comprends votre douleur. Mais vous devez essayer d'accepter ce qui est arrivé. La perte d'un enfant est. Ne me faites pas de discours. Je veux voir les vidéos de surveillance du jour de l'incendie. La directrice cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle ne s'attendait pas à cette demande. Cela a déjà été remis à la police, et selon ce qu'on m'a dit, les caméras étaient en panne. Toutes. Nous avons eu une coupure de courant la veille au soir. Cela a justement affecté ce système. Louisiana la regarda fixement. Il était impossible que ce jour-là, à ce moment précis, aucun enregistrement n'ait été conservé. Quelque chose sentait la dissimulation. Et les fichiers de présence? Insista-t-elle. Y a-t-il un enregistrement que Camilla est entrée ce jour-là? Les papiers ont été endommagés dans l'incendie. Une partie des archives a été détruite par l'eau utilisée par les pompiers. Louisiana sentait que la directrice offrait des explications calculées, comme si elles avaient été préparées à l'avance. Puis-je parler à ses camarades? Les enfants sont déjà retournés en classe. Mais beaucoup sont sous le choc. Je ne pense pas que ce soit approprié. Avez-vous une idée de ce qui est approprié pour une mère qui ne sait pas si elle a enterré sa fille ou une autre fille? La directrice baissa les yeux pour la première fois. Louisiana s'en alla sans dire au revoir. L'école, avec ses murs blancs et propres, cachait quelque chose. Elle en était sûre. Personne n'était intéressé à connaître la vérité. Tout le monde semblait désireux que l'histoire se termine et soit oubliée. Comme si quelqu'un, quelque part, faisait pression pour que tout se termine en silence. En rentrant, elle sentit que quelqu'un la suivait. Elle ne regarda pas immédiatement. Elle accéléra le pas, tourna dans une rue latérale. Puis dans une autre. Ses pas résonnaient sur l'asphalte humide. Son cœur battait fort. Elle s'arrêta près d'un magasin fermé et regarda derrière elle. Rien. Mais ce n'était pas de la paranoïa. Elle le sentait. Elle le savait. Elle continua à marcher. Au coin d'une boulangerie, elle vit de nouveau une silhouette. Un homme à capuche, debout, faisant semblant de regarder son téléphone. Dès qu'elle le regarda, il se retourna et disparut parmi la foule. Louisiana ne dit rien. Elle nota simplement mentalement, elle n'était plus seule dans cette recherche. Ce soir-là,
À la maison, elle décida de parler à Esteban. « J'ai besoin que tu me dises quelque chose, dit-elle pendant le dîner. »« Dis. Quand as-tu souscrit l'assurance vie de Camila ?» Esteban posa ses couverts. « Quoi ? Ne me mens pas. Pourquoi poses-tu cette question ? » Parce que je suis allé chez l'assureur. C'est toi qui as signé. Il y a un mois. Pourquoi ? Esteban se tendit. Il inspira profondément. Tu fouilles dans mes affaires ? Je cherche des réponses. Pourquoi Camila avait une assurance de 500 000 $ et je ne le savais pas ? Parce que je ne fais pas confiance que tu saches rester calme. Explosa-t-il en frappant la table. Tu perds la tête, Luisana. Non. Je commence juste à m'en servir. C'était une assurance normale. Pour nous protéger. Camila prenait les transports, dans la rue, dans une ville dangereuse. C'était logique. Alors pourquoi as-tu falsifié sa signature ? Esteban ne répondit pas. Pourquoi as-tu menti ? Tu es perturbé, dit-il en se levant. Ça t'a dépassé. Ton esprit n'est pas en ordre. Luisana le regarda avec une colère froide. Et toi, tu n'es pas celui que tu prétends être. Cette nuit-là, il ne dormait pas dans le même lit. Luisana ferma la porte de sa chambre à clé. Elle avait peur qu'il l'entende pleurer. Elle avait peur qu'il sache à quel point elle avait peur. Parce qu'au-delà de la colère, il y avait une vérité qui la terrifiait plus que tout. Esteban était capable de tout. Le téléphone vibra à 2 heures du matin. Elle le prit immédiatement. Le message n'était pas écrit. C'était un appel. Elle répondit d'une voix tremblante. Camila ? On n'entendait que des grésillements. Puis une voix déformée. Maman, maman, tu m'entends ? Camila. Où es-tu ? Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas ici. Dis-moi où tu es. Dis-moi. L'appel se coupa. Luisana cria. Elle frappa le lit. Courut vers la porte et colla l'oreille. Silence. Esteban dormait. Ou faisait semblant. Cette voix, c'était la sienne. Elle la reconnaîtrait parmi mille. Camila était vivante. Elle était prisonnière. Quelque part. Et elle, devait la retrouver. 2 jours plus tard, sur une place proche, Luisana se rendit à une marche pour la justice. Elle avait entendu dire que d'autres mères protestaient pour des cas similaires. Là, elle rencontra Elena. Une femme au visage fatigué, aux vêtements usés, et un regard qui parlait de nuit sans sommeil. Elle tenait une pancarte avec la photo d'une jeune disparue. Eline. 17 ans. Elle avait disparu depuis presque un mois. Luisana s'approcha. C'est ta fille ? Oui, répondit Elena, à peine de la voix. Personne ne la cherche. Juste moi. Luisana l'observa. Ses doigts tremblaient en tenant la pancarte. Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Qu'elle est partie de son plein gré. Qu'elle s'est peut-être enfuie avec un petit ami. Qu'elle reviendra. Luisana serra les lèvres. Et toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Une mère le sait. Elles restèrent silencieuses. Comme si la douleur pouvait se partager dans le regard. Moi aussi, j'ai perdu ma fille, dit Luisana. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Elena la regarda. Et toi, qu'en penses-tu ? Luisana respira profondément. Que ce n'était pas elle que j'ai enterrée. Les 2 femmes restèrent à se regarder. Comme si, sans le savoir, elles avaient attendu de se rencontrer. Luisana ne savait pas encore que leurs histoires étaient liées par une vérité cruelle. Que la fille d'Elena était le corps qu'elle avait enterré. Mais cette révélation n'arriverait pas encore. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle vit de nouveau l'homme à la capuche. Cette fois, plus près. Sur le trottoir d'en face, sous la lumière vacillante d'un réverbère. Luisana s'arrêta. Lui aussi. Il ne dit rien. Il ne s'approcha pas. Il se contenta de l'observer. Elle fit un pas en avant. « Qui es-tu » cria-t-elle. L'homme s'enfuit. Luisana le suivit pendant 2 rues. Mais il disparut entre les ruelles. Elle rentra chez elle,
le cœur débordant. À son arrivée, Esteban l'attendait dans le salon. « Où étais-tu ? Tu n'as pas le droit de demander. Tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. C'est une menace ?» Esteban la regarda avec un mélange de colère et de peur. « Non. C'est un conseil. » Luisana fit un pas vers lui. « Si tu m'as fait quelque chose, si tu as fait quelque chose à Camila, je vais le découvrir. » Esteban ne répondit pas. Il partit au bureau. Ferma la porte. Luisana resta debout, seule, avec le journal à la main et la certitude que l'obscurité dans sa maison était plus dense qu'elle ne l'avait imaginé. Et depuis cette obscurité, les échos commençaient à parler. Luisana ne ferma pas l'œil de la nuit. La maison était dans un silence complet, mais elle sentait que les murs respiraient. Comme s'ils savaient. Comme s'ils portaient les secrets accumulés pendant des années. Elle avait le sentiment que tout ce qu'elle avait vécu avec Esteban avait été une illusion, une façade parfaitement construite pour cacher une vérité qui commençait à peine à émerger. Camila n'était pas morte. Ce n'était plus une idée. C'était une certitude. Sa voix déformée résonnait encore dans sa tête, « Ne me laisse pas ici. » Et cette phrase ne pouvait pas être inventée. Ce ne pouvait pas être une hallucination. Mais si Camila n'était pas celle du cercueil, alors qu'il était ? Luisana ne pouvait pas rester immobile. Elle sentait que, si elle ne bougeait pas, si elle ne faisait rien, elle se noierait dans ses propres pensées. C'est pourquoi, ce matin même, elle se rendit à l'hôpital où les restes avaient été transférés le jour de l'incendie. Elle savait que ce ne serait pas facile. Les protocoles, la bureaucratie, le manque d'accès à l'information, tout jouait contre elle. Mais elle savait aussi que, parfois, un ancien service pouvait ouvrir des portes qui semblaient fermées. À la réception, elle demanda le médecin légiste en charge du dossier. Elle se souvenait encore du nom, le docteur Miranda. Mais lorsqu'elle demanda après lui, la réponse fut immédiate, il ne travaillait plus là. Il avait été transféré il y a 3 semaines dans une autre ville. Luisana fronça les sourcils. Tout, absolument tout, semblait soigneusement conçu pour que la vérité ne soit jamais révélée. Mais alors elle se souvint de quelque chose. Dans sa jeunesse, quand elle travaillait encore comme infirmière, elle s'était liée d'amitié avec une technicienne légiste. Elle s'appelait Véronique. Cela faisait des années qu'elle ne s'était pas parlé, mais elle avait encore son contact. Elle n'hésita pas. Elle appela. La voix de Véronique mit un moment à la reconnaître. « Luisana, quelle surprise. Après toutes ces années ? Véro, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas l'expliquer par téléphone. C'est au sujet de ma fille. » Il y eut un court silence. « Passe par les archives cet après-midi. Je couvre le service. Mais viens seul. Personne ne doit savoir. » Quelques heures plus tard, Luisana arriva au sous-sol de l'hôpital. Véronique l'attendait à côté d'une boîte de dossiers. « C'est tout ce que j'ai trouvé sur le dossier, » dit-elle, en lui tendant un classeur gris. Luisana ouvrit le document avec des mains tremblantes. Les feuilles étaient marquées d'étiquettes rouges. Rapport d'autopsie. Résultats toxicologiques. Note marginale. Elle lut lentement, corps féminin en état avancé de carbonisation. Taille approximative, 1,52 mètres. Âge estimé, entre 16 et 18 ans. Multiples fractures antérieures non traitées. État de malnutrition évident. Échantillon de sédation par barbiturique. Preuve de violence physique antérieure au décès. Luisana sentit son estomac se nouer. Ceci, ce n'est pas Camila, dit-elle, la voix brisée. Véronique acquiesça. Je sais. C'est pour ça que je t'ai appelé. Le corps ne correspond pas à une adolescente de classe moyenne. Il présentait des marques de malnutrition sévère. Vieilles cicatrices, possiblement des brûlures antérieures. Personne avec des ressources ne permettrait qu'une fille vive dans ces conditions. Luisana ferma les yeux. Alors, qui est-ce ? Véronique resta silencieuse. Je n'ai pas cette information. L'identification a été faite grâce à un pendentif qui, enfin, tu sais. Luisana sortit le pendentif de sa poche et le montra. Il est resté chez moi tout ce temps.
Cela confirme que le cadavre n'était pas ma fille. Véronique pâlit. Alors pourquoi? Parce que quelqu'un a échangé le corps. Parce que quelqu'un l'a fait disparaître et en a mis un autre à sa place. Véronique la regarda avec peur. Tu parles de quelque chose de très gros. Oui. Et mon mari est impliqué. Avant que Véronique puisse dire quoi que ce soit, Louisanna rangea les papiers dans son sac. Elle n'avait plus besoin de preuves. Elle avait juste besoin de savoir qui était cette fille. En sortant de l'hôpital, elle sentit quelqu'un l'observer. Elle regarda autour d'elle. Le même homme encapuchonné était de l'autre côté de la rue. Cette fois, il ne s'enfuit pas. Il la regardait simplement. Louisanna l'affronta. « Que veux-tu » cria-t-elle. L'homme ne répondit pas. Il fit demi-tour et disparut entre les voitures. La peur revenait. Mais cette fois, elle ne pouvait pas se laisser paralyser. Cette nuit-là, avec les documents imprimés sur la table, Louisanna décida de parler à Elena. Elle l'appela. Lui demanda de se retrouver au parc, loin de chez elle. Quand elles se rencontrèrent, Elena avait le regard vide. Éline n'était toujours pas apparue. Le désespoir était son ombre. Louisanna lui tendit le rapport médico-légal. « Je crois que la fille que j'ai enterrée était ta fille. » Elena resta figée. Elle ne comprenait pas. « Que veux-tu dire » Louisanna prit une profonde inspiration. « Camilla n'est pas morte. Quelqu'un l'a fait disparaître. Le corps qu'on m'a remis, ce n'était pas elle. C'était une jeune fille maltraitée, dénutrie. Et elle avait une cicatrice sur la jambe droite, ancienne. Tu m'as dit qu'Éline avait une cicatrice de brûlure. N'est-ce pas ? Elena commença à trembler. Où est ce corps ? Au cimetière. Sous le nom de Camilla Moral. Elena porta ses mains à son visage. Elle tomba à genoux sur l'herbe. Mon Dieu ! Ce n'est pas possible. Louisanna la serra dans ses bras. Les deux femmes pleurèrent en silence. L'histoire se brisait en 1000 morceaux. Elena avait perdu sa fille sans le savoir, enterrée sous un autre nom. Louisanna avait été utilisée comme façade. Camilla était encore en vie, quelque part. Louisanna rentra chez elle le cœur brisé. Mais elle ne pouvait pas continuer à se taire. Cette nuit-là, elle affronta Esteban. « Je veux que tu me dises la vérité, dit-elle en entrant dans le bureau. Esteban la regarda sans surprise. « De quoi parles-tu » ? De l'assurance. Du corps. Du mensonge que tu as monté. Esteban se leva. « Tu m'espionnes ? Je te démasque. » Il s'approcha. Son regard changea. Il ne faisait plus semblant. « Que crois-tu savoir ? Que Camilla n'est pas morte. Que tu as mis un autre corps à sa place. Que tu as tout organisé. » Esteban leva la main. Louisanna recula. Mais il était trop tard. Il la frappa au visage. Elle tomba au sol. Sa tête heurta la table. « Ne continue pas à fouiller là où tu ne devrais pas, dit-il, les dents serrées. » Louisanna essaya de se relever. Le sang coulait sur son sourcil. « Tu ne me feras pas taire. » Bien sûr que si, répondit Esteban en verrouillant la porte. Il la enferma dans la chambre. Elle frappa. Elle cria. Personne ne répondit. Les heures passèrent. Elle ne savait pas s'il était à la maison. Elle craignait qu'il revienne. Qu'il fasse pire. Quand elle réussit à sortir par la fenêtre, avec effort, et les pieds blessés par le bord en métal, la seule chose à laquelle elle pensa fut de survivre. Elle alla chez Mireia. Elle lui demanda de ne rien dire. Qu'elle avait juste besoin d'un endroit pour dormir. Elle n'expliqua rien. Mireia comprit que c'était grave. Cette nuit-là, Louisanna enregistra sa première vidéo. Devant une vieille lampe, avec le téléphone posé sur une pile de livres, elle parla d'une voix brisée. Si vous regardez ceci, c'est peut-être parce que je ne suis plus là. Je m'appelle Louisanna Moral. Et si quelque chose m'arrive, accusez Esteban Moral. Mon mari. Le père de Camilla. L'histoire que tout le monde croit n'est pas réelle. Camilla est vivante. Il me l'a dit.
Il me l'a crié. Mais personne n'écoute. On m'a fait croire que j'avais enterré ma fille. Mais la petite dans cette tombe, ce n'était pas elle. C'était une autre. Et j'ai besoin de justice. Pour ma fille. Pour l'autre mère qui a perdu la sienne. Je n'ai pas peur. Plus maintenant. Qu'on me fasse taire s'ils veulent. Mais je ne resterai pas les bras croisés. Elle garda la vidéo. La téléchargea sur un nuage sécurisé. Envoya le lien à Mireia avec un message, seulement si je disparais. Elle s'allongea sur le canapé. Son cœur lui faisait plus mal que son corps. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle avait franchi la ligne. Et la vérité commençait à tout brûler. Luisana ne retourna pas chez elle. L'idée de remettre les pieds dans cet endroit, sachant qu'Esteban était prêt à la enfermer et la frapper pour la faire taire, la révoltait profondément. Elle se sentait trahie non seulement comme épouse, mais comme mère. Car tout indiquait qu'il savait où était Camila. Ou pire, qu'il avait été activement impliqué dans sa disparition. Elle resta chez Mireia pendant 3 jours, organisant tout ce qu'elle avait collecté. Le journal, les copies du rapport médico-légal, les photos du pendentif, la vidéo enregistrée. Elle savait qu'Esteban ne resterait pas les bras croisés. Qu'il pourrait venir la chercher ou inventer une histoire pour la discréditer. Chaque pas devait donc être exact, chaque mouvement planifié. Pendant ce temps, ailleurs, loin de tout, Camila ouvrait les yeux chaque matin sans savoir exactement quel jour c'était. Elle vivait dans une routine floue, entre des médicaments qui la rendaient engourdie et une lumière qui entrait par la fenêtre comme si elle était artificielle. La chambre était propre, les murs blancs, les draps propres. Tout était contrôlé. Froid. Sans âme. Un homme qui disait être médecin lui rendait visite tous les jours. Il portait une blouse blanche, mais ses yeux étaient troubles. Il parlait lentement, comme si elle était une enfant. Il lui disait qu'elle était malade, qu'elle avait des épisodes graves de confusion et d'hallucination, que sa mère était morte dans un incendie et que son père s'était sacrifié entièrement pour l'emmener dans cet endroit où elle pourrait se rétablir. « Tu dois te reposer », Camila répétait-il à chaque fois qu'elle posait une question. « Ne pense pas à ce que tu ne peux pas comprendre. Tu es ici parce que c'est le mieux pour toi. » Camila hochait la tête. Non pas parce qu'elle croyait en lui, mais parce qu'elle n'avait pas la force de se battre. Mais les souvenirs commençaient à s'infiltrer dans les fissures de son esprit. Des images incohérentes, des sons, des cris. Une porte qui se refermait violemment. Un flacon de pilule. Une voix qui disait « Ce ne sera que pour un moment, après tout passera ». L'image d'une autre fille en train de pleurer. Son visage n'était pas clair, mais la peur dans ses yeux l'était. Une explosion. Du feu. Et l'odeur. Cette odeur de chair brûlée qui s'enfonçait dans son nez comme un poignard invisible. Camila se serrait contre ses genoux et pleurait en silence. Parce que quelque chose en elle lui disait que rien de ce qu'on lui racontait n'était vrai. Qu'elle n'était pas malade. Que quelqu'un avait fait tout cela pour cacher quelque chose. Chez Mireia, Luisana passait des appels. Elle visita l'endroit où travaillait Esteban, cherchant des informations, mais l'on lui dit qu'il avait démissionné. Il n'avait même pas récupéré ses affaires. Elle essaya aussi de retracer le numéro d'où Camila avait reçu les messages, mais c'était impossible. C'était une ligne prépayée, sans enregistrement. Comme si celui qui l'utilisait savait exactement comment ne laisser aucune trace. C'est Elena qui lui donna l'indice le plus important. « Mon mari est mort il y a des années », lui dit-elle. Mais avant, il travaillait comme agent de sécurité dans des propriétés privées à la périphérie de la ville. Je me souviens qu'il m'a raconté une fois que ces maisons appartenaient à des gens très riches, des gens puissants. L'une d'elles a été vendue récemment. Il m'a dit que personne n'entrait ni ne sortait sans autorisation. Seulement des voitures sombres. Sans plaque. Luisana sentit son cœur s'accélérer. Penses-tu qu'elle pourrait être là? C'est possible. Éline me disait souvent que dans cette zone, des filles disparaissaient. Personne n'en parlait, bien sûr. Mais c'était une rumeur parmi les jeunes filles du quartier. Luisana chercha sur Internet. Elle trouva le nom de la propriété. Puis elle obtint une adresse. Elle était à 2 heures de la ville. C'était une zone rurale,
avec très peu de surveillance officielle, idéale pour garder quelqu'un hors du radar. Ils préparèrent un plan. Elles feraient semblant d'être des assistantes sociales effectuant une inspection de routine suite à des dénonciations anonymes. Elles portaient des gilets falsifiés et des documents improvisés. Rien de trop élaboré, mais suffisant pour semer le doute. Avec un peu de chance, elles pourraient entrer. Avec un peu de chance, Camilla serait là. Et avec encore plus de chance, elle ne tomberait pas sur Esteban trop tôt. Le voyage fut long. Silencieux. Elena conduisait tandis que Luisana passait mentalement en revue chaque mot à dire, chaque geste à contrôler. À leur arrivée, le lieu était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Une vaste propriété, entourée de grands arbres et de caméras visibles à chaque coin. L'entrée était fermée par un portail en fer. Elles sonnèrent. Un homme sortit d'une guérite. « Que voulez-vous ? » « Nous sommes de la direction du bien-être social, » dit Luisana en montrant le document. « Nous avons reçu une dénonciation anonyme concernant une mineure internée illégalement. Nous venons inspecter. » L'homme hésita. « Il n'y a pas de mineur ici. » « Alors cela ne pose pas de problème si nous effectuons l'inspection. » Il resta silencieux, puis fit un appel sur sa radio. 5 minutes passèrent, qui semblèrent éternelles. Enfin, le portail s'ouvrit. « Vous pouvez entrer. Mais seulement dans l'aile médicale. Et vous ne pouvez pas prendre de photos. » Luisana et Elena se regardèrent. Elles entrèrent. L'endroit était encore plus sinistre à l'intérieur. Les murs du couloir étaient propres, mais l'air sentait le désinfectant ancien, comme s'ils essayaient de masquer d'autres odeurs. Elles passèrent 2 portes avant d'arriver dans une salle avec plusieurs chambres fermées. Une infirmière jeune et distante leur indiqua qu'elle ne pouvait observer que depuis la porte, sans entrer dans les chambres. Luisana avança lentement. Elle observa une par une. Jusqu'à ce que, dans la 3e chambre, elle la vit. Camilla était assise sur le lit. Elle regardait vers le bas, les mains croisées sur ses genoux. Les cheveux plus longs, le visage plus pâle, mais c'était elle. C'était sa fille. Luisana frappa à la porte. « Camilla. C'est moi. Maman. » Camilla leva les yeux. Elle est restée paralysée. Puis elle s'est levée, lentement. Elle fit un pas vers elle. Luisana tendit les bras. Camilla hésita. « Maman ?» dit-elle d'une voix faible. « Oui, mon amour. Je suis là. Je suis là. Non, tu es morte. Non, ma chérie. Je suis vivante. Et je t'ai cherché. » Camilla s'approcha de la porte. Luisana posa ses mains sur le verre. « Maman, on m'a dit que tu étais partie, que tu n'existais plus. » Luisana pleurait. Des mensonges. Tout ce qu'on t'a dit était un mensonge. Elena repoussa l'infirmière qui essayait de les arrêter. Elles entrèrent dans la chambre. Luisana serra Camilla dans ses bras de toutes ses forces. Le corps de sa fille tremblait comme une feuille. « Tu es vivante, tu es vivante. » Camilla s'accrocha à elle, mais restait confuse. Elle regardait autour d'elle, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Je ne comprends rien. On me donnait des pilules. On me disait de ne pas réfléchir. Que tu étais morte. Que personne ne me cherchait. Plus maintenant, ma vie. Plus maintenant. » Elena surveillait la porte. Soudain, on entendit des pas rapides. Quelqu'un cria. Et alors ils les virent. Esteban apparut dans le couloir, accompagné de 2 hommes. Son visage était déformé, comme s'il ne s'attendait pas à les trouver là. « Que fais-tu ici ?» cria-t-il, furieux. Luisana se plaça entre lui et Camilla. « Ne t'approche pas. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Elle est ma fille. C'est toi qui l'as enfermée. C'est toi qui l'as droguée. Monstre !» Esteban sortit une arme. Camilla cria. Elena se jeta sur lui. Elles luttèrent. Un coup de feu retentit dans le couloir. Puis, silence. Un des hommes s'enfuit. Camilla se boucha les oreilles. Luisana tremblait. Elle regarda le sol. Esteban était blessé.
Il saignait sur le côté. Elena tenait toujours l'arme. Elle haletait. Ses yeux étaient pleins de larmes. Tu allais nous tuer, dit-elle d'une voix rauque. Je n'allais pas le permettre. Esteban se tordait par terre, mais était encore vivant. Luisana serra Camila contre elle. Elle savait qu'elle n'était pas encore en sécurité. Mais à ce moment-là, pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un semblant d'espoir. Camila était vivante. Et la vérité ne pouvait plus être cachée. Esteban gisait par terre, la chemise trempée de sang et la mâchoire déboîtée par la douleur. Il haletait entre des dents serrées, comme un animal acculé. Elena tenait encore l'arme, tremblante, ne comprenant pas entièrement ce qu'elle venait de faire. Camila pleurait, blottie contre sa mère, et Luisana essayait de la maintenir debout, de la contenir, de la protéger de tout. Le couloir de cette maison était silencieux, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le genre de silence qui arrive quand des chaînes attachées à l'âme depuis des années se brisent. Le genre de silence qui précède le chaos. Les hommes qui accompagnaient Esteban n'étaient plus là. Ils avaient fui après avoir entendu le coup de feu. Des lâches qui n'obéissaient que tant que le pouvoir les protégeait. Luisana se baissa près d'Elena. Elle toucha son bras doucement. « Lâche-la, Elena, dit-elle doucement. Elena, le regard vide, remit l'arme sans résistance. « Je ne voulais pas, murmura-t-elle. Je voulais juste qu'il s'arrête. Il allait nous tuer. Je sais. Tu nous as sauvés. » Luisana posa l'arme par terre. Elle appela les urgences avec des mains fermes, presque mécaniques. Elle demanda une ambulance et la police. Elle dit la vérité. Chaque mot. Chaque détail. Ma fille était kidnappée. J'ai des preuves. Il la droguait. Il l'isolait. Il a voulu nous tuer. Et son organisation va au-delà de ça. Lorsque les agents sont arrivés, le domaine s'est rempli de lumière et de voix. Le chaos était désormais officiel. Esteban a été placé sur une civière, inconscient. Son visage était couvert de sueur. L'un des ambulanciers a tenté de retenir Luisana pour l'interroger, mais un policier de rang supérieur l'en a empêché. Laissez-la. Elle coopère. Ce n'est pas la criminelle ici. Camila a été transférée dans un autre véhicule, accompagnée de sa mère. Elle ne parlait pas. Elle se contentait de regarder par la fenêtre, comme si elle était encore prisonnière de la pièce où elle avait été retenue. Luisana lui caressait les cheveux, sans rien dire. Les mots étaient inutiles face à tant de destruction. Au commissariat, Luisana a été interrogée pendant plus de 4 heures. Elena aussi. Les deux ont raconté l'histoire complète, depuis l'incendie jusqu'au coup de feu. Elles ont montré les documents, les vidéos, le journal de Camila. Tout. Les agents étaient stupéfaits. Personne n'imaginait le niveau de corruption caché derrière un homme comme Esteban. Homme d'affaires prospère, philanthrope, mari exemplaire, ce n'était qu'une façade. Ce qui se cachait derrière était un réseau. Un réseau qui avait grandi en silence. Le lendemain, la police est entrée dans le domaine avec un mandat judiciaire. Ils ont découvert d'autres pièces cachées, de fausses ordonnances médicales, des registres portant les noms de jeunes disparus, des contrats signés avec des compagnies d'assurance étrangères. Esteban ne travaillait pas seul. Il y avait d'autres personnes. Des gens puissants. Avec des accès. Les médias ont repris l'information en quelques heures. Une mère avait démasqué un réseau opérant à l'intérieur de sa propre maison. Luisana a été interviewée, bien qu'elle ne voulait pas être sous les projecteurs. Elle voulait juste être entendue. « Je ne suis pas courageuse », a-t-elle dit à la caméra. « Je suis juste une mère qui a refusé d'enterrer un mensonge. » Son témoignage est devenu viral. Il est rapidement parvenu à d'autres familles. Des femmes qui avaient également perdu leur fille sans explication. Certaines ont commencé à sortir de l'ombre. L'affaire Camila a révélé des années de dissimulation, de corruption et d'abandon. Esteban a survécu au coup de feu, mais pas indemne. Le projectile avait traversé son poumon gauche, bien qu'il se soit stabilisé, il est passé directement des soins intensifs à la détention provisoire. Depuis l'hôpital, il a demandé à parler à son avocat. Sa stratégie était claire,
tout nier, accuser Louisanna d'instabilité émotionnelle et l'accuser de manipuler des preuves. C'est une femme rancunière. Elle a perdu la tête après la mort de notre fille, a-t-il déclaré. Mais le corps enterré n'était pas celui de Camilla. Et maintenant, il y avait des preuves médicales, de l'ADN, des empreintes, tout. Aucun mensonge ne pouvait tenir. Louisanna a été convoquée comme témoin clé de l'affaire. Le procès est devenu un spectacle public. Chaque audience était couverte par les médias. Le procureur a présenté des preuves de blanchiment d'argent, trafic de mineurs, extorsion et fraude aux assurances. Esteban était au centre d'une toile de crimes passée inaperçue pendant des années. Sa chute a entraîné médecins, avocats, fonctionnaires et entrepreneurs. Certains ont été arrêtés. D'autres ont disparu. Il y a eu des menaces. Des tentatives de réduire au silence Louisanna, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Louisanna est devenue un symbole de lutte. Mais cela ne lui rendait pas la paix. Camilla, bien que libre, n'était plus la même. Elle avait des épisodes de panique, des crises nocturnes, des moments où elle oubliait qui elle était. Il y avait des jours où elle refusait de manger. Des jours où elle criait sans raison. Et des nuits où elle s'accrochait à sa mère comme si le monde allait s'effondrer à tout moment. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» demanda-t-elle une nuit, tremblante dans son lit. Louisanna ne sut que dire. Elle la serra simplement dans ses bras. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'amour. Et quand on ne connaît pas l'amour, tout ce qu'on touche est détruit. Camilla tentait de retrouver la normalité, mais le processus était lent. Elle allait en thérapie 3 fois par semaine. Elle ne voulait voir personne. Elle ne répondait pas aux messages. Elle n'utilisait pas les réseaux sociaux. Elle disait qu'elle ne voulait plus que personne la reconnaisse comme la fille de l'affaire. Louisanna ne la pressait pas. Elle était simplement là. Jour après jour. Avec patience, avec douleur, avec cette fermeté que possèdent les mères qui ont touché l'enfer et en sont revenues pour raconter l'histoire. Elena, quant à elle, vivait un deuil qu'elle ne savait pas nommer. Elle avait perdu Eileen de la pire manière possible. Elle avait enterré sa fille sans le savoir, sous le nom d'une autre. Elle avait crié justice et n'avait obtenu que l'indifférence. Jusqu'à ce que sa rage sauve une autre vie. Louisanna lui rendait souvent visite. Elle lui apportait nourriture, vêtements, câlins. Parfois, elle parlait pendant des heures. Parfois, elle ne disait rien. Elle s'asseyait simplement sur le même banc du même parc, regardant dans le vide, partageant le silence de celles qui ont déjà tout perdu. « Penses-tu qu'un jour je pourrai me pardonner ?» demanda Elena un matin. « Pourquoi devrais-tu te pardonner ?» répondit Louisanna. « Parce que je n'étais pas avec elle. Parce que quand elle avait le plus besoin de moi, je n'étais pas là. » Louisanna lui prit la main. Aucune mère n'est prête à lutter contre un système pourri. Et toi, tu as combattu. Jusqu'au bout. Elena baissa les yeux. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Louisanna savait qu'aucune justice ne serait suffisante. Esteban était en prison. Les preuves étaient accablantes. Mais le mal était déjà fait. Eileen ne reviendrait pas, Camilla ne serait plus jamais la même. Elle non plus. Il y eut un jour où elle reçut une lettre de prison. C'était d'Esteban. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la brûla sans la lire. Elle n'avait pas besoin de ces mots. Elle ne voulait pas d'explication. Il n'y avait pas de place pour la rédemption. Dans le salon de sa maison, elle accrocha une photo de Camilla prise à 12 ans, souriant face à la mer. C'était le souvenir qu'elle voulait garder. Pas celui de la fille brisée, au regard éteint. Pas celui de la victime. Mais celui de la petite fille qui rêvait de peindre le monde. Et un après-midi, alors qu'elle rangeait ensemble quelques cartons, Camilla trouva les vieux pinceaux. Elle hésita au début. Puis elle les tint maladroitement entre ses doigts, comme s'ils n'étaient pas à elle. Louisanna la regardait sans intervenir. Camilla prit une feuille, trempa le pinceau dans l'eau, choisit la couleur bleue. Elle traça une ligne courbe. Puis une autre. Elle continua en silence. Sans dire un mot. Louisanna sut que ce geste était un commencement. Pas la guérison. Pas le salut. Mais un commencement.
Le prix de la vérité avait été élevé. Trop élevé. Mais maintenant, le monde savait ce qui s'était passé. Et bien que la justice ne guérisse pas les blessures, elle ouvrait au moins la voie pour que d'autres ne se reproduisent pas. Louisanna publia une nouvelle vidéo. Je m'appelle Louisanna Morale. Depuis des mois, on m'a fait croire que ma fille était morte. On m'a fait enterrer une autre jeune fille comme si elle était la mienne. On m'a frappé, on m'a fait taire, on m'a menacé. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner. Pas pour moi. Pour elle. Pour Camilla. Pour Eileen. Pour toutes celles qui ne sont plus là. Si toi, qui écoutes cela, as des doutes, si quelque chose te paraît étrange, ne te tais pas. Ne laisse pas passer. Parce que lorsqu'une mère parle, le monde entier devrait écouter. Et cette fois, elles écoutèrent. La vidéo de Louisanna devint un miroir pour beaucoup. Des femmes de tous âges et origines commencèrent à partager leurs propres blessures, leurs propres quêtes. Certaines parlèrent pour la première fois. D'autres écrivirent des lettres qu'elles gardaient depuis des années. L'histoire de Camilla n'était plus seulement la sienne. Elle était celle de toutes. Les médias suivirent l'affaire pendant des semaines. Le procès d'Esteban devint un symbole. Pas seulement à cause de la gravité de ses crimes, mais parce que la vérité avait été révélée par une mère en qui personne n'avait cru au début. Une femme ordinaire, sans pouvoir, sans ressources, sans d'autres armes que sa voix et sa détermination. Louisanna ne remit jamais les pieds dans cette maison où tout s'était effondré. Elle vendit ce qu'elle put, donna le reste. Avec l'argent qu'il lui restait et l'aide d'une organisation de soutien aux victimes, elle déménagea avec Camilla dans une petite ville côtière, où personne ne les reconnaîtrait, où elle pourrait recommencer sans être celle de l'affaire Morale. Le premier mois fut difficile. Camilla parlait à peine. Elle dormait le jour et marchait la nuit, comme si son horloge interne était déréglée. Elle faisait des cauchemars. Transpirait froidement. Pleure silencieusement. Louisanna, bien que brisée intérieurement, resta entière. Elle lui préparait à manger, lui parlait doucement, racontait des histoires du passé. Elle ne forçait rien. Elle apprit que guérir, ce n'est pas pousser, mais attendre. Et attendre, c'est aussi aimer. Un matin, Camilla s'assit devant une feuille blanche. Elle ne la toucha pas. Elle l'observa pendant des heures. Le lendemain, elle retourna au même endroit. Cette fois, elle prit un pinceau. Le trempa dans le noir. Dessina une ligne. Puis une autre. Elle ne parlait pas en peignant, mais Louisanna savait que chaque trait était un vomi de douleur, transformé en autre chose. Avec le temps, ces tableaux devinrent plus intenses. Certains étaient sombres, remplis de silhouettes enfermées, de visages sans yeux. D'autres étaient plus doux, comme si une faible lumière commençait à filtrer à travers les ombres. Louisanna les accrochait au mur, avec fierté. Camilla les détestait au début. Elle disait qu'ils étaient trop personnels. Puis elle comprit qu'ils étaient nécessaires. Elle commença à en vendre quelques-uns sur Internet. Tout l'argent était donné. Elle disait qu'elle ne voulait rien garder venant de la douleur. Louisanna commença aussi à écrire. Pas des articles. Pas des livres. Des lettres. Elle les envoyait dans des prisons, des hôpitaux, des foyers. Elle les signait comme « une mère qui n'a pas abandonné ». Dans chaque lettre, elle racontait ce qu'elle avait vécu, mais sans morbide curiosité, ni colère. Elle le faisait avec honnêteté. Parce que si son histoire pouvait empêcher une autre femme de se taire, alors cela en valait la peine. Elena, de son côté, ne retourna pas travailler dans le nettoyage. Elle commença à se réunir avec d'autres mères du quartier. Beaucoup avaient perdu leurs filles. Certaines les cherchèrent encore. Avec l'aide d'une ONG, elle fonda un groupe qu'elle baptisèrent du nom de sa fille, Fondation Eileen. Leur devise était simple et directe, aucune ne disparaît sans que nous le sachions. Louisanna allait parfois à ces réunions. Elle parlait peu. Écoutait beaucoup. Elle devenait témoin de la douleur d'autrui sans se mettre en avant. Elle apprit que le silence est une arme qui ne sert qu'aux coupables. Et que parler, même si ça fait mal, libère. Esteban fut condamné à 38 ans de prison. Le tribunal n'eut aucune pitié. La liste des crimes était longue,
brutale, méticuleuse. Falsification de documents, enlèvement aggravé, tentative d'homicide, abus sur mineurs, conspiration, blanchiment d'argent. Le verdict fut salué. Mais Louisanna ne célébra pas. Elle n'assista pas au procès final. Elle ne voulut pas voir son visage. Elle dit qu'elle n'avait pas besoin de justice dans les tribunaux, que la seule justice qui comptait pour elle était de récupérer sa fille. Un après-midi, Camilla demanda en arrosant de nouvelles plantes sur la terrasse du petit appartement. « Tu as cru en moi depuis le début ?» Louisanna la regarda avec douceur. « Je ne sais pas. Mais je t'ai senti. Et ça a été plus fort que tout doute. » Camilla sourit. C'était un petit sourire, fragile, comme une fleur poussant entre les ruines. Mais c'était un vrai sourire. De ceux que l'on ressent dans la poitrine. Elles commencèrent à marcher ensemble sur la plage chaque matin. Camilla portait une casquette et des lunettes noires. Pas pour se cacher. Pour se protéger. Elle marchait en silence, écoutant seulement le bruit de la mer. Parfois, elle s'asseyait pour regarder les enfants jouer. Louisanna les regardait avec nostalgie. Camilla, avec une sorte de distance invisible. Un jour, une petite fille s'est approchée avec une fleur à la main. « C'est pour toi, dit-elle à Camilla. » Camilla la prit, déconcertée. « Pourquoi ? » « Parce que tu avais l'air triste. Et ma grand-mère dit que les personnes tristes ont besoin de fleurs. » Camilla se pencha et lui donna un baiser sur le front. « Merci. » La petite fille retourna en courant auprès de sa famille. Camilla pressa la fleur contre sa poitrine. « Il y a des choses que je ne comprends pas encore, maman. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste continuer. » « Toi, tu as continué ?» Louisanna soupira. « Pas complètement. Mais j'apprends. » Camilla lui donna la fleur. Louisanna la rangea dans son sac. Elle savait que c'était un symbole. Petit, oui. Mais immense en même temps. Les mois passèrent. Le pays changea. L'affaire fut utilisée comme exemple lors de congrès, de débats et de campagnes. Une loi de protection des victimes de violences institutionnelles fut adoptée. De nouveaux protocoles furent créés. Des dizaines de disparitions antérieures furent enquêtées. Toutes n'ont pas été résolues. Toutes n'ont pas eu de fins heureuses. Mais au moins, elles n'étaient plus couvertes par l'indifférence. Louisanna enregistra à nouveau une autre vidéo. 8 mois se sont écoulés depuis que ma fille a été sauvée. 8 mois depuis que j'ai affronté l'homme avec qui j'ai dormi pendant 20 ans. Je ne suis pas une héroïne. J'étais juste une mère qui a refusé d'enterrer un mensonge. Cette histoire ne parle pas de moi. Elle parle de toutes. De celles qui crient. De celles qui se taisent. De celles qui ne reviennent jamais. J'ai parlé. Parce que la vérité brûle. Mais elle libère aussi. Et moi, je n'ai plus peur de me brûler. Cette vidéo dépassa 1 million de vues en une semaine. Louisanna ne monétisait rien. Elle ne cherchait pas d'interview. Elle partageait simplement. Et cela suffisait pour atteindre ceux qui en avaient besoin. Une nuit, tandis que Camilla dormait profondément, Louisanna se leva et alla sur le balcon. Le ciel était clair, avec des étoiles qui brillaient comme si elle ne connaissait rien de la douleur humaine. Elle pensa à Eileen. À Elena. Aux mères qui cherchaient encore. À celles qui n'ont jamais rien trouvé. Elle pensa à elle-même. À cette femme qui, quelques mois plus tôt, pleurait devant un cercueil fermé, convaincue d'avoir tout perdu. Et elle pensa à cette autre femme qui était là aujourd'hui, encore brisée, oui, mais debout. La vie ne lui avait pas donné de répit. Mais elle ne lui avait pas non plus ôté le droit de recommencer. Elle ferma les yeux. Inspira profondément. Écouta depuis la chambre le murmure doux de Camilla endormie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit ni peur, ni colère, ni soif de vengeance. Elle ressentit la paix. La série se termina avec sa voix en narration pendant que les images montraient des moments réels de reconstruction, des femmes s'embrassant, des fresques avec les noms des disparus, Camilla peignant sur une place publique. J'ai perdu une fille, et je l'ai retrouvée en ruine. Mais je l'ai reconstruite avec amour. La vérité brûle,
mais elle libère aussi. Et aujourd'hui, je choisis de vivre sans peur. Parce que je ne suis plus seule. Parce que plus jamais, nous ne nous tairons. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes traversent des situations semblables. Nous espérons que la voix de Luisana vive dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre soutien. Cela nous motive à continuer à partager des récits émouvants tous les jours. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître à l'écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Une accolade.